Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous en tant que passionnés de jardinage. Ces maladies qui, du jour au lendemain, s'attaquent à nos plantes. On va décortiquer ensemble ces fameux ennemis invisibles pour mieux les comprendre et surtout mieux s'en protéger. Allez, c'est parti, on va changer notre regard sur le jardin. On a tous connu ce moment, un peu de désespoir, il faut le dire. Tout va bien, les plantes sont magnifiques, et puis paf, des taches apparaissent, les feuilles jaunissent, ça dépérit. C'est super frustrant. La première chose à faire, avant même de paniquer, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. Et voilà ce qui corse un peu les choses aujourd'hui. Le contexte a changé. Depuis la loi Labbé, l'arsenal chimique qu'on pouvait trouver en jardinerie pour les particuliers a quasiment disparu. Mais, bien sûr, les maladies, elles, sont toujours là. Ça nous oblige donc à être plus malins, à repenser nos stratégies et à jardiner avec beaucoup plus d'observation. Pour bien se défendre, il faut d'abord connaître son adversaire. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Qui sont vraiment ces ennemis invisibles? Le mot-clé, c'est celui-là, pathogène. C'est un terme un peu scientifique, mais en gros, c'est tout simple. C'est un micro-organisme qui rend les plantes malades. Il faut les voir comme des parasites qui s'installent sur nos plantes pour s'en nourrir. Et bien sûr, c'est au détriment de leur santé. On va s'intéresser aux 3 grandes familles qui nous posent problème. Les champignons, les bactéries et les virus. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de faire les présentations. Faisons connaissance avec ces différents types d'agresseurs. Qui sont-ils et comment opèrent-ils? On commence par les plus connus, les plus répandus, et franchement, les champions, toute catégorie des maladies du jardin, les champignons. Ils sont responsables de l'immense majorité des problèmes qu'on rencontre. Alors, un truc essentiel à comprendre, un champignon, ce n'est pas une plante. Il n'a pas de chlorophylle, donc il est incapable de produire sa propre énergie avec le soleil. Il est obligé de se nourrir de matières organiques déjà existantes. Et malheureusement pour nous, nos belles plantes sont un menu 5 étoiles pour lui. Pour se propager, c'est tout simple. Ils libèrent des spores minuscules qui voyagent avec le vent ou l'eau. Et leur cycle d'attaque, on le voit ici, est d'une simplicité redoutable. Étape 1, une spore atterrit sur une feuille humide. Étape 2, si les conditions sont bonnes, un peu de chaleur, de l'humidité, elle germe et pénètre à l'intérieur de la plante. Le problème, c'est qu'à ce stade, on ne voit rien. C'est seulement à l'étape 3 que les symptômes, les fameuses taches, apparaissent. Et là, le mal est déjà fait et le champignon est déjà en train de préparer l'étape 4, produire des millions de nouvelles spores pour continuer l'invasion. Et le résultat, eh bien, le voici. Des noms qu'on connaît tous par cœur, n'est-ce pas? Le mildiou de la tomate, l'oïdium sur les courgettes, la tavelure des pommiers, la cloque du pêcher. Cette liste, c'est un peu le who's who des cauchemars de jardiniers. Ça montre bien à quel point les champignons sont absolument partout. Passons maintenant aux 2 autres catégories, les bactéries et les virus. Ce tableau résume bien les différences. En gros, retenons que les bactéries sont des organismes vivants autonomes, alors que les virus, eux, ne sont pas vraiment vivants. Ils ont besoin de pirater les cellules d'une plante pour se multiplier. Leurs symptômes sont souvent plus bizarres, plus difficiles à identifier, on peut les confondre avec autre chose. Mais le point commun, et c'est le plus important, c'est que quand ils sont installés, c'est souvent trop tard. Ce qui nous amène à la partie la plus importante. Ok, on a identifié les ennemis. Ça peut sembler un peu décourageant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Et la meilleure des stratégies, de très loin, c'est d'anticiper. C'est la prévention. En fait, il y a 2 philosophies. Soit on est en mode pompier, on attend que le problème soit là et on essaye de l'éteindre. C'est la lutte curative. Soit on est en mode architecte, on conçoit son jardin et ses pratiques que le feu ne prenne jamais. C'est la lutte préventive ou prophylactique. Et c'est là que se trouve la clé du succès. Tout commence au moment de l'achat, c'est vraiment la base. Choisir une variété de pommes de terre connue pour sa résistance au mildiou, ou un pommier greffé sur un porte-greffe solide, c'est se donner une longueur d'avance incroyable. Pareil pour les plants certifiés, comme pour l'ail ou les fraisiers, ça garantit un départ sur des bases saines. Deuxième point, l'hygiène. On n'y pense pas toujours, mais c'est fondamental. Un sécateur qui a taillé une plante malade peut devenir une véritable autoroute pour les pathogènes. Alors on prend l'habitude de désinfecter ces outils. Et on pense aussi à l'aération. Un air qui circule bien, c'est un feuillage qui sèche vite et c'est un environnement beaucoup moins accueillant pour les champignons. Et puis, il y a la façon même de jardiner. Nos gestes quotidiens sont des armes préventives. Par exemple, l'arrosage. Arroser au pied des plantes plutôt que de doucher le feuillage, ça change tout. De l'eau sur les feuilles, c'est une porte d'entrée grande ouverte pour les spores. Et la fameuse rotation des cultures. Ça évite que les pathogènes spécialisés dans une famille de légumes s'installent durablement dans le sol et attendent leur plat préféré l'année suivante. Bon, soyons réalistes. Malgré toutes les précautions du monde, il arrive que la maladie passe quand même entre les mailles du filet. Alors que faire quand la prévention n'a pas suffi? Si on repère une attaque, il faut un plan d'action rapide et précis. Voici le protocole d'urgence.
Étape 1, on agit comme un chirurgien. On enlève immédiatement toutes les parties malades, sans pitié. Étape 2, et c'est crucial, on détruit ces déchets. Surtout pas au compost, sinon on ne fait que cultiver la maladie pour l'année d'après. On brûle si c'est possible ou on met en sac fermé à la déchetterie. Et seulement en étape 3, si une option de traitement existe, on l'applique. Alors, côté traitement, pour les amateurs, la liste est courte. Elle vise principalement les champignons. On a la fameuse bouillie bordelaise, mais attention à une idée reçue, le cuivre n'est pas un médicament. C'est un produit de contact qui agit préventivement. Il forme une barrière sur la feuille qui empêche les spores de germer. Mais si le champignon est déjà dans la plante, ça ne sert plus à grand-chose. Le soufre, lui, est très efficace contre l'oïdium, par exemple. Et là, s'il vous plaît, un point absolument non négociable, la sécurité. Peu importe le produit que l'on utilise, même s'il est autorisé en bio, comme le cuivre ou le soufre, on se protège. On ne plaisante pas avec sa propre santé. Donc c'est gants, masques et vêtements adaptés, de la préparation du produit jusqu'au rinçage du pulvérisateur. C'est le minimum syndical. Au final, on se rend compte que tout ce qu'on vient de dire, ça nous amène à bien plus qu'une simple liste de techniques. C'est un véritable changement de mentalité, un nouvel état d'esprit. Cette phrase est sans appel. Elle est dure, mais elle est essentielle. Elle résume tout. Contre les virus et les bactéries, une fois que c'est là, c'est fini. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de remède miracle. Ça nous oblige à comprendre que la prévention, ce n'est pas juste une bonne idée ou une option. C'est la seule et unique stratégie viable. Voilà, c'est ça la question qu'on devrait tous et toutes se poser. Plutôt que de se demander quel produit je vais bien pouvoir utiliser quand le problème sera là, la bonne question c'est comment est-ce que je conçois mon jardin, mes plantations, mes gestes, pour que cette maladie n'ait même pas envie de venir. C'est ce basculement de perspective qui fait toute la différence. C'est ce qui transforme un jardin qui subit en un jardin résilient, fort et plein de vie.